Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Zbigniew Brzezinski. Vraiment son nom est compliqué. Bon, sans doute peut-être il doit être d'origine polonaise. Voilà. Un nom bien compliqué. Bon, retenons simplement Brzezinski. Voilà. Nous reprenons la série de vidéos sur son ouvrage qui est intitulé Le Grand Échiquier. Le Grand Échiquier. Il a été conseiller du président Jimmy Carter des États-Unis. Alors, écoutons ce qu'il dit. Et donc, chaque fois, nous allons en faire le commentaire. Il dit, alors ce sous-chapitre est intitulé L'objectif central de l'Amérique, des États-Unis. Le problème central pour l'Amérique est de bâtir une Europe fondée sur les relations franco-allemandes viables liées aux États-Unis et qui élargissent le système international de coopération démocratique dont dépend l'exercice de l'hégémonie globale de l'Amérique. Vous voyez là. C'est-à-dire qu'il est en train de dire ce que l'Amérique veut pour l'Europe. Or, ce n'est pas aux États-Unis de faire cela. C'est au peuple d'Europe de faire cela. Vous comprenez? On le voit, la question ne saurait se résumer à choisir entre la France et l'Allemagne. Sans l'un ou l'autre de ces deux acteurs, l'Europe n'existerait pas. N'existera pas. Bon, ça, il n'en sait rien. Parce que l'Europe, ça a commencé avec la CECA. Hein? C'est-à-dire la communauté économique du charbon et de l'acier. Ça a commencé avec la CECA. La communauté économique du charbon et de l'acier. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Trois grandes conclusions émergent de ce qui précède. 1. Le soutien américain au projet européen est nécessaire pour au moins 3 raisons. Compenser la crise de confiance et le manque de résolution qui entame la vitalité européenne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté? On a vu les États-Unis mettre sur écoute, les dirigeants européens. Quand Obama était au pouvoir aux États-Unis, le scandale a éclaté. En Allemagne, on s'est rendu compte que la chancelière Angela Merkel était sur écoute de la part des services secrets américains. Peut-être de la CIA ou bien de la NSA ou de deux à la fois. Vous comprenez? Voilà le problème. Donc, dans ce cas-là, comment la confiance peut être là? Et on n'a pas vu une grande protestation de l'Allemagne. Ça m'a beaucoup surpris. Hein? Pourquoi ils n'ont pas fortement protesté? Alors que l'Allemagne, qui fait partie de l'Union européenne, est censée être l'allié des États-Unis. Mais et ça, ils ne l'ont pas fait seulement pour l'Allemagne, ils l'ont fait pour plusieurs dirigeants européens. Hein? Le cas de l'Allemagne a été exhumé, mais pour les autres, on n'en sait rien. Vous voyez? Surmonter la suspicion que l'Amérique, en dernier ressort, ne soutient pas réellement l'unité européenne et infuser dans l'entreprise européenne la dose nécessaire de ferveur démocratique. Oui, mais parce que les États-Unis ont une ambition hégémonique. Voilà. Et même si vous êtes leur allié, ils veulent vous avoir sur leur coupe, c'est cela. Cela exige un engagement clair et précis de l'Amérique. Elle doit affirmer qu'elle est prête à reconnaître à terme l'Europe comme un père sur le plan mondial. Ça, c'est pas vrai. Comme un père, non. C'est-à-dire comme quelqu'un qui lui est égal. Non, 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 pas du tout. Hein? Dans le cadre de l'OTAN, hein? Qu'est-ce qui se passe? Des unités militaires états-uniennes sont positionnées dans différents pays européens. Mais est-ce qu'on voit des unités militaires européennes positionnées aux États-Unis? Jamais. Donc, ils ne sont pas des pairs. Non. Ils ne sont pas sur le même plan d'égalité. Non. À court terme, il est justifié de s'opposer tactiquement aux positions françaises et de soutenir le leadership allemand. Ah, voilà, vous voyez ici. Vous voulez soutenir l'un contre l'autre. Hein? Parce que, avant Sarkozy, depuis De Gaulle, mais au sein de l'OTAN, la France avait son commandement particulier. Oui. Donc, voilà. Donc, il joue sur les dissensions qu'il peut avoir. Donc, voilà. À plus longue échéance, il faut être préparé à l'idée qu'une Europe unie
aura une identité propre, en particulier sur le plan politique et militaire. Cela exige de s'accommoder progressivement des conceptions françaises concernant la distribution des pouvoirs au sein des institutions transatlantiques, c'est-à-dire au sein de l'OTAN. 3. Indépendamment l'une de l'autre, la France et l'Allemagne ne sont assez fortes ni pour construire l'Europe selon leur vie propre, ni pour lever les ambiguïtés inhérentes à la définition des limites de l'Europe, cause de tensions avec la Russie. Vous voyez, il parlait déjà de probables tensions avec la Russie. Cela exige une implication énergique et déterminée de l'Amérique pour aider à la définition de ses limites, en particulier avec les Allemands, et pour régler des problèmes sensibles, surtout pour la Russie, tels que le statut souhaitable dans le système européen des républiques baltes et de l'Ukraine. Bon, vous voyez, en fait, il parle comme si les Allemands sont si contents des Américains. Les Allemands n'aiment pas le fait que depuis la Seconde Guerre mondiale, des troupes américaines sont en Allemagne. Dans le cadre de du pacte de Varsovie, mais les troupes russes et autres du pacte de Varsovie qui étaient en Allemagne, tout a été enlevé après la réunification. Hein, en 1990 ou 91. Voilà. La réunification de l'Allemagne. Donc vous voyez, c'est ça. Donc en fait, les États-Unis, hein, dans les faits, même avec leurs alliés, agissent comme des impérialistes. Il n'y a pas un autre mot pour dire cela. Un simple regard sur la carte de l'immense territoire eurasien suffit à comprendre l'importance pour l'Amérique de la tête de pont européenne autant que son étroitesse géographique. Sa préservation et son expansion comme tremplin pour la démocratie est une exigence prioritaire pour la sécurité des États-Unis. Comment se fait que votre sécurité dépend d'un continent qui est loin de vous? C'est ça le problème. Et quelquefois ils disent non, mes intérêts sont dans tel pays, donc j'ai le droit d'attaquer ce pays-là. Non. Alors que ces derniers se mobilisent en faveur de la stabilité internationale et de la diffusion de la démocratie, l'Europe fait preuve d'une apparente indifférence pour ces questions, malgré les velléités dont fait preuve la France de jouer les puissances mondiales. Ouais. Les velléités, je répète, malgré les velléités dont fait preuve la France de jouer les puissances mondiales. C'est là qu'on sent dans les paroles de Brzezinski qui n'est pas d'accord que la France essaie de se montrer comme une puissance mondiale. Mais en fait, elle joue sur quoi? Elle joue sur les pays d'Afrique francophone qu'elle a colonisés, dont en fait, à qui elle a donné une indépendance factice. Vous voyez? Donc c'est ça. Alors si c'est pour le fait seulement de dire que non, elle est une puissance nucléaire, mais elle n'est pas la seule puissance nucléaire. L'Inde est une puissance nucléaire. Le Pakistan est une puissance nucléaire. Vous voyez? Donc c'est ça. Pour réduire cette fracture, l'Europe devrait devenir plus confédérale. Bon. C'est-à-dire une confédération d'États. Je pense que même, je ne pense même pas que c'est les faits. Dernièrement, le président des Français, Macron, a proposé cela. Hein, c'est-à-dire aller vers carrément une unité européenne, c'est-à-dire avec un État central. C'est-à-dire une sorte de fédération d'États, une sorte de confédération d'États de l'Union européenne. Les gens ont refusé. Les gens ont refusé, ils ne sont pas prêts pour ça. On ne saurait envisager qu'elle devienne un grand État-nation du fait de la vigueur de ses diverses traditions nationales, bien sûr. Mais elle est en mesure, à travers des institutions politiques communes, de mieux affirmer ses valeurs démocratiques, d'instruire ses intérêts propres dans le cadre de l'universalisation de ses valeurs et d'exercer un pouvoir d'attraction sur ses voisins de l'espace eurasien. Parce que le problème, c'est quoi? L'Europe s'est bâtie sur le socle des États-nations. Ce sont des États-nations. Est-ce que les Allemands sont prêts à former un seul peuple avec les Français? Ni l'un ni l'autre ne le veut. La preuve, les Anglais qui étaient par le Brexit sont partis. Voilà. Parce que sur les îles là, ils sentent qu'eux, ils sont une nation à part. Chacun se veut une nation à part. Vous comprenez? C'est cela. Et chacun a son histoire. Et souvent, cette histoire est jalonnée de conflits. Voilà. C'est jalonné de conflits.
Sans oublier la guerre franco-prusse contre la Prusse en 1870 où la France a perdu lamentablement. Tout ça là, ils n'ont pas oublié, sans oublier la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Ils font comme si c'est... Ils font fi de l'histoire, mais l'histoire est là. Hein. L'histoire qu'elle a là, il ne faut pas jouer avec. Hein. Elle a toujours des conséquences. Laissés à eux-mêmes, les Européens courent le risque d'être absorbés par leurs problèmes sociaux internes. Laissés à eux-mêmes, cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour Brzezinski, les États-Unis doivent intervenir dans les affaires européennes. Et c'est ce qu'ils font. Avec la guerre en Ukraine, c'est ce qu'ils font. Ils interviennent dans les affaires européennes. Bon, il y a une guerre entre la Russie et puis l'Ukraine. Quel est votre problème? En quoi est-ce que vous êtes concerné? Parce qu'ils se disent une communauté internationale autoproclamée d'ailleurs. Une communauté internationale autoproclamée. Donc voilà, c'est ça les faits. Le succès économique depuis la reconstruction de l'après-guerre ont été obtenus à un prix élevé qui constitue aujourd'hui un facteur de déstabilisation économique et politique dont les responsables sont contraints de prendre la mesure. L'Europe se trouve confrontée à une crise croissante de légitimité politique sur fond d'anémie économique. Pourquoi sur fond d'anémie économique? En fait, les Européens craignent toujours l'idée du pan-germanisme, c'est-à-dire le fait de l'Allemagne qui veut s'étendre. Ils craignent cela. Et même s'ils ne le disent pas ouvertement, ils craignent le fait que l'économie allemande soit la plus puissante. Et cette affaire de la crise gazière et pétrolière en Europe, ça sanctionne terriblement l'Allemagne. Parce que comment est-ce qu'elle va alimenter ses usines? Comment elle va alimenter ses industries? Voilà le problème. Et j'ai entendu des experts dire que l'Allemagne n'est pas loin de mettre fin aux sanctions contre la Russie pour pouvoir s'arranger, signer un accord avec la Russie pour qu'elle soit fournie en gaz et en pétrole par la Russie. D'ailleurs, même on a vu le fait que la Russie a stoppé momentanément la fourniture de gaz et de pétrole à l'Allemagne pour dit-elle, revoir les installations, entretenir les installations. Déjà, la Russie a accusé d'avoir suspendu la livraison de pétrole et de gaz à l'Allemagne et à d'autres pays. Oh non. En tout cas, on verra. Puisque l'entretien, ça ne peut pas durer plus de peut-être 2 mois. Non. On verra bien. Mais le problème, c'est que l'hiver, pour l'instant, c'est l'été, c'est la période estivale. Mais l'hiver arrive à grands pas. Voilà, c'est cela. Et c'est en hiver qu'on va voir vraiment le problème. Mais déjà, l'Allemagne subit les contre-coups puisqu'il faut bien alimenter ses usines. Voilà, c'est ça. L'Europe se trouve confrontée à une crise croissante de légitimité politique sur fond d'anémie économique. Bon, ça, c'est ce qu'il dit. Et elle n'en a pas trouvé les remèdes. Qu'est-ce qu'il en sait? Sans conteste, la crise trouve ses racines dans l'expansion de l'État-providence qui encourage le paternalisme, le protectionnisme et le corporatisme. Vous voyez? Lui, il veut imposer sa vision états-unienne à l'Europe. Dans beaucoup de pays d'Europe, la question sociale est importante. C'est-à-dire que ceux qui sont pauvres ne sont pas laissés à l'abandon. Vous voyez? Il y a la sécurité sociale. On fait en sorte de pouvoir les soigner, etc. Leur trouver un logement quand ils n'ont pas les moyens de se loger eux-mêmes, etc. Lui, il veut que les Européens abandonnent ça. Pour faire comme aux États-Unis où, dans un pays riche comme ça, il y a des gens qui dorment dans leur voiture. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Vous voyez? Et il y a des gens qui n'ont même pas les moyens de se soigner et l'État ne leur vient pas en aide. Pour eux, c'est normal. Dans leur système, c'est normal. Voilà. Chacun doit se prendre en charge. Voilà, donc c'est ça. Et elle s'étend à la sphère culturelle où elle combine culte des loisirs superficiels et grand désordre spirituel, symptômes que les nationalistes extrémistes ou des idéologues dogmatiques se montrent habiles à exploiter. Bon, c'est trop facile de dire ça. Ils parlent des loisirs superficiels. Mais à Las Vegas, aux États-Unis, ce n'est pas des loisirs superficiels qui se passent là-bas. Vous voyez? Donc, vous voyez que son nationalisme, même états-unien, transparaît ici. Il parle du grand désarroi spirituel. Bon, parce que vraiment, on voit, notamment en France, que vraiment, ce sont les francs-maçons qui tiennent la République française. Et les francs-maçons, ils disent à bas la calotte, c'est-à-dire qu'ils veulent détruire l'Église catholique, notamment. Vous comprenez?
Mais il n'est pas dit que les dirigeants américains ne sont pas francs-maçons. Pour la plupart, ils sont des francs-maçons. Donc, ils ont les mêmes pensées que les dirigeants européens. Donc, à ce niveau-là, le fait qu'ils parlent de grand désarroi spirituel, bon, ça ne tient pas debout. Si, dans les faits, ça existe. Mais les États-Unis aussi ont la même façon de faire au niveau des dirigeants des États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, bon, mais les communautés, je peux dire, spirituelles sont dynamiques. C'est ça. Notamment les églises du réveil, etc. Les églises évangéliques sont très puissantes aux États-Unis, c'est tout. Voilà. Mais ça, ce n'est pas le fait de l'État. Sans même évoquer les vieilles peurs continentales, telles d'un accord séparé entre l'Allemagne et la Russie, ni exagérer les conséquences d'un flirt tactique de la France avec Moscou. On peut en toute légitimité s'inquiéter d'un échec du processus d'unification en cours et de ses conséquences pour la stabilité géopolitique de la région, autant que pour la place de l'Amérique sur le continent. Pourquoi vous voulez une place sur le continent européen? Est-ce que les Européens veulent une place aux États-Unis? Ils ne cherchent pas une place aux États-Unis. Voilà le problème. Donc on voit bien que déjà en filigrane, l'ambition impérialiste des États-Unis en Europe est claire, même dans l'Union européenne. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. La Russie et l'Allemagne pourraient tirer parti de cette nouvelle situation et se lancer dans des initiatives visant à satisfaire leurs propres aspirations géopolitiques. S'il est permis de tirer des leçons de l'histoire récente de l'Europe, aucun de ces deux pays n'y trouverait toutefois davantage durable. L'Allemagne, pour le moins, saurait redéfinir ses intérêts nationaux et se donnerait les moyens de les faire valoir. Bien sûr, on le voit dans cette crise ukrainienne. Il est dit, les autres Européens soupçonnent l'Allemagne de vouloir signer un accord avec la Russie pour que la Russie continue de lui fournir le gaz et le pétrole. Donc, c'est à dire que l'Allemagne va se désolidariser des sanctions que l'Union européenne a eu à prendre en accord avec les États-Unis contre la Russie. Ah oui, mais parce que les Allemands sentent que la pression sur leurs entreprises sont trop, sur les usines sont trop. Ils ont besoin plus que jamais de gaz et de pétrole. Voilà. Vous pourrez dire, mais pourquoi ils ne prennent pas ça ailleurs? Mais avec la Russie, mais ce sont des tuyauteries. Ce sont des pipelines qui envoient le gaz et le pétrole. Donc, c'est très facile à récupérer. Voilà. Mais s'il faut transporter ça sur des navires, etc., décharger, etc., bon, c'est compliqué. Voilà. Mais si le processus d'unification et d'élargissement de l'Europe devait s'arrêter, de bonnes raisons incitent à penser qu'une version plus nationaliste du concept d'ordre européen apparaîtrait alors en Allemagne au détriment peut-être de la stabilité du continent. Ah, voilà en fait encore. Je veux dire qu'ils craignent toujours l'Allemagne. Voilà. Wolfgang Schäuble, chef du groupe parlementaire chrétien-démocrate du Bundestag, c'est-à-dire le Parlement allemand, et possible successeur du chancelier Kohl, traduisait ce nouvel état d'esprit en affirmant que son pays n'était plus un rempart dressé contre l'Est. Nous sommes aujourd'hui le centre de l'Europe. Et il ajoutait cette remarque significative. Pendant la longue période médiévale, l'Allemagne s'efforçait de créer l'ordre en Europe. Mais de quel ordre il s'agissait? C'était aussi un ordre impérialiste. C'était un ordre impérialiste. Voilà le problème. Et puis il faut dire que l'unification de l'Allemagne, parce que même jusqu'en 1870, l'Allemagne n'était pas unie. Il y avait la Prusse, c'était la Prusse qui agissait, qui était un peu, je peux dire, l'état phare au sein de ces peuples germaniques-là. Ainsi, l'Allemagne n'exercerait plus seulement une prépondérance économique sur le Mitteleuropa, mais aussi, c'est-à-dire sur le milieu, sur la sphère européenne, mais aussi une primauté politique explicite, ce qui lui permettrait de mener une politique plus unilatérale vis-à-vis de l'Est comme de l'Ouest. Parce qu'il faut savoir quand même une chose. En Allemagne, plutôt en Europe de l'Ouest, la langue allemande est la langue la plus parlée par plusieurs pays. C'est ça le fait. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Il y a l'Allemagne même. Il y a
l'Autriche, il y a la Suisse allemande, il y a une partie de la Belgique où il y a des populations de langue allemande qui s'y trouvent. Vous voyez, c'est cela. Et puis sans compter, hein, par exemple, le néerlandais, etc., qui est une langue très proche de l'allemand. Voilà, donc c'est ça. L'Europe cessera alors d'être la tête de pont de la puissance américaine et le tremplin pour l'expansion en Eurasie du système démocratique mondial. Pour cette raison, l'Amérique doit manifester un soutien très concret et dénué d'ambiguïté en faveur de l'unification européenne. Dès les débuts de la reconstruction, puis au sein de l'Alliance Atlantique, l'Amérique a encouragé le projet européen et soutenu la coopération entre les États. Mais confrontée à des obstacles économiques ou politiques, elle a toujours opté pour une approche bilatérale et dédaigné les négociations avec l'Union européenne. Bon. Mais parce qu'en fait, elle veut dominer l'Union européenne. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avec l'espionnage que les services secrets américains font à l'endroit des dirigeants européens. Mais ils ont des dossiers sur les dirigeants européens. S'ils les espionnent, c'est dans quel but? C'est pour avoir des dossiers sur eux. Je répète, si les services secrets américains, États-Unis, espionnent les dirigeants européens, comme on l'a vu avec le scandale qui a éclaté concernant la mise sur le coup de l'ancienne chancelière Angela Merkel, cela veut dire qu'ils ont des dossiers sur les dirigeants européens. Mais quand quelqu'un a des dossiers qui peuvent être des dossiers sales, comme on dit, contre toi, ça veut dire quoi? Il peut te faire chanter et t'obliger à faire ce que lui veut. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de géopoliticiens s'interrogent. Pourquoi est-ce que dans cette affaire d'Ukraine, l'Union européenne obéit au doigt et à l'œil aux États-Unis, alors que les États-Unis même continuent de faire les affaires avec la Russie? Par exemple, au niveau des engrais, mais les États-Unis continuent d'importer de l'engrais venant de Russie. Ils continuent jusqu'à aujourd'hui d'importer des engrais venant de Russie. Alors, quand ils importent des engrais, les Russes disent que désormais, il faut les payer en roubles. Donc, les États-Unis les payent en roubles. Ou bien en or. Vous comprenez? Voilà le problème. Mais pourquoi est-ce que les Européens, eux, ils suivent assez strictement l'embargo, mais les États-Unis, eux qui ont lancé l'affaire, ils ne suivent pas ça strictement. Voilà le problème. Et sur ces faits-là, Viktor Orban, le premier ministre hongrois, a raison. Lui dit non, lui il sait que pour l'instant là, il ne peut pas se passer du pétrole et du gaz russe. Voilà. Donc il s'est désolidarisé de ces mesures de sanctions contre la Russie. Il s'est désolidarisé de cela. Voilà. Il a été sincère. On ne peut ignorer l'éventualité que l'Union européenne, en réalisant son unité, devienne un rival pour les États-Unis à l'échelle mondiale. Mais Brzezinski, qu'est-ce que tu veux finalement? Qu'est-ce que tu veux? Vous voyez des rivaux partout. Elle possède les moyens de s'affirmer comme un sérieux concurrent économique et technologique et a au Moyen-Orient, mais aussi ailleurs, des intérêts géopolitiques propres. Mais en fait, on voit que l'Union européenne obéit à ce que veulent les États-Unis. Dans les 10, peut-être 20 ans à venir, l'Europe sera confrontée à une seule alternative. Ou bien elle croit vraiment à l'unité continentale et progresse avec cette voie, malgré ses hésitations et sans doute de nombreuses crises conjoncturelles. Ou bien elle se laisse enfermer dans l'impasse actuelle. Bon, qu'est-ce qu'il appelle l'impasse actuelle? On va voir. Ce deuxième cas de figure entraînait une série de conséquences fâcheuses. Tout d'abord, l'Europe centrale serait maintenue dans son statut de no man's land géopolitique. Or, l'Europe centrale, c'est l'Europe où il y a l'Allemagne. L'Allemagne, l'Autriche, etc. Ensuite, il est vraisemblable que l'Europe entraînerait dans un processus de fragmentation et renouerait avec les vieux démons des rivalités nationales. Parce que moi-même, j'ai suivi sur les réseaux sociaux des hommes politiques français qui ont commencé à parler de Frexit. Comme il y a eu le Brexit concernant la Grande-Bretagne, ils parlent de Frexit. Depuis 2021. Donc bien avant les sanctions, ils parlent de Frexit. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que ce sont les fonctionnaires de l'Union européenne qui sont à Bruxelles
qui prennent des décisions quelquefois sans même une véritable consultation des chefs d'État. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Voilà, c'est un problème. C'est comme si les gens sentent que leur pouvoir étatique est en train de leur échapper à cause de ces fonctionnaires qui ne sont que des fonctionnaires qui sont à Bruxelles. D'ailleurs, moi, j'ai été étonné de voir la secrétaire générale de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, être aux côtés des chefs d'État de l'Union européenne et des États-Unis, quand ils se sont rencontrés pour parler de la crise ukrainienne. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle n'est pas élue. Elle n'est pas élue. Elle faisait quoi là? Ursula von der Leyen, elle faisait quoi là-bas? Voilà le problème. C'est ça. Cela veut dire que les fonctionnaires de Bruxelles ont pris trop d'importance. Les échéances du calendrier de l'Union économique et monétaire peuvent-elles être révisées? Enfin, la Constitution européenne devrait-elle définir un cadre confédéral rigide, valable pour tous ses membres, ou bien privilégier une union à géométrie variable dans laquelle les règles fédérales ne s'appliqueraient qu'à un groupe de pays avancés? Seuls les pays impliqués peuvent s'entendre sur les solutions à adopter. Sans doute, les avancées dans tous ces domaines seront-elles inégales et résulteront-elles de compromis complexes. Il est important. Non, pardon, où j'en suis là. L'Union européenne, sur toutes les questions de politique et de sécurité internationale, ne la considère pas comme un marché commun régional constitué de pays liés aux États-Unis par l'OTAN. Voilà, on en vient à l'OTAN. Seules des initiatives concrètes donneront du crédit à cet engagement. L'une d'entre elles consisterait à définir en partenariat avec l'Union européenne une nouvelle relation bilatérale transatlantique et les procédures de décision qui en découlent. Or, au moment où Brzezinski écrit cet ouvrage-là, le pacte de Varsovie disparaît. Le pacte de Varsovie disparaît. Mais pourquoi alors l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, persiste? Et même aujourd'hui, ils veulent venir dans la zone de l'Atlantique Sud, c'est-à-dire vers nos pays du Golfe de Guinée. Ils veulent s'y installer. Pourquoi? On dit organisation du traité de l'Atlantique Nord. Maintenant, vous voulez venir dans l'Atlantique Sud, dans le Golfe de Guinée. Pourquoi? Ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Et cette question risque de diviser les Africains. Parce qu'on le voit, certains prennent position pour l'OTAN, d'autres prennent position pour la Russie. La même ligne de conduite devrait s'appliquer au sein de l'OTAN, que le maintien de l'organisation constitue un enjeu essentiel des relations transatlantiques. Un consensus américano-européen presque sans faille prévaut sur ce sujet. Or, dans les faits, ce sont les États-Unis qui dirigent l'OTAN. C'est eux qui prennent toutes les décisions. Ceux qui sont membres là, ils n'ont pas voix au chapitre. Voilà. Les États-Unis décident. C'est les États-Unis qui décident. Voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les progrès en ce sens, on ne se le reportera jamais assez, seront hésitants, mais ils devront avoir des effets sensibles sur l'Alliance. L'immobilité ferait obstacle à des progrès futurs. Une étape significative dans cette direction a été la décision de l'Alliance en 1996 de laisser se mettre en place des groupes de forces interarmées multinationales. Il appelle ça multinationaux, c'est-à-dire GFIM, permettant des initiatives militaires purement européennes, soutenues par la logistique de l'Alliance, ainsi que par des moyens de commandement, de contrôle, de communication et de renseignement, en faisant droit aux demandes françaises concernant l'accroissement du rôle de l'Union de l'Europe occidentale au sein de l'OTAN, spécialement en ce qui concerne le commandement et les processus de décision. Les États-Unis montreraient leur soutien à l'unité et aideraient à combler le fossé
qui s'est creusé avec la France. Mais, quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, il a carrément mis le commandement militaire français entre les mains des États-Unis. Je me demande même s'il a consulté l'Assemblée nationale. Sans doute pas. Est-ce qu'il a fait un référendum? Pas du tout. Et ça, c'est un problème. Et ces pays-là se disent démocratiques. On dit démocratie. Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. En fait, il n'en est rien du tout. Voilà. Il n'en est rien du tout. C'est ça. Néanmoins, les États-Unis peuvent dès maintenant poser sur ce processus en collaborant étroitement avec la France et l'Allemagne. Il n'en a plus besoin. Ce sont des États qui lui sont soumis, en fait. Voilà les faits. Ce sont des États qui lui sont soumis. Donc, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de leur avis. Si l'Amérique montrait un peu de souplesse en ce qui concerne les formes futures de l'Alliance, la France soutiendrait avec plus d'enthousiasme l'expansion vers l'Est de l'Alliance. Voilà. Donc, vous voyez, ils avaient déjà l'idée de l'expansion vers l'Est de l'Alliance. Voilà. Dans les années 90, là, ils avaient déjà cette idée-là. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Alors qu'ils avaient promis aux Russes, après la chute du mur de Berlin, que l'Alliance ne va pas s'étendre vers l'Est. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et c'est ce qui est à l'origine de cette guerre-là, justement. À long terme, une zone de sécurité militaire intégrée, couvrant les flancs Est et Ouest de l'Allemagne, ancrerait plus fortement ce pays dans un cadre multilatéral au grand bénéfice de la France. Par ailleurs, à l'occasion de l'expansion à l'Est, le triangle de Weimar, constitué par l'Allemagne, la France et la Pologne, pourrait devenir un meilleur contrepoids au leadership allemand. Bon. La Pologne a besoin du soutien allemand pour gagner son entrée dans l'Alliance. Bon, la Pologne va rentrer dans l'Alliance, on le sait. Aujourd'hui, la Pologne non seulement est dans l'Alliance, mais la Pologne même fait partie de l'OTAN. Washington doit garder présent à l'esprit que la France ne s'oppose à l'Amérique que sur des questions à court terme, comme la nature de l'Europe ou le fonctionnement interne de l'OTAN. Bon, aujourd'hui, la France est soumise. Hein. Moi, j'ai beaucoup ri quand j'ai vu le président Joe Biden des États-Unis venir en Europe avoir une rencontre avec les chefs d'État de l'Union européenne. Et puis, on voit le président français Macron qui s'approche de Joe Biden pour lui dire j'ai contacté les dirigeants des Émirats arabes pour qu'ils puissent augmenter la production de pétrole, mais ils ont refusé. Et puis Joe Biden lui a dit, écoute, on va en parler quand on sera à l'intérieur du bâtiment, parce que là, les gens nous écoutent, les caméras sont sur nous. Vous voyez. C'est comme si un enfant qui vient me dire à son papa, oui, j'ai fait ceci, mais qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Alors que c'est un chef d'État d'un pays libre, indépendant. Vous voyez. Voilà le problème. Donc, cela veut dire qu'ils sont vraiment soumis au bon vouloir des États-Unis, c'est ça. Voilà. Bon, il parle ici, il dit Washington doit garder à l'esprit que la France ne s'oppose à l'Amérique que sur des questions à court terme. Bon, en fait, c'est certains chefs d'État français qui ont montré leur indépendance vis-à-vis des États-Unis. Ça a été le cas de De Gaulle. Ça a été le cas de Jacques Chirac. Ça a été le cas de Jacques Chirac. Il s'est opposé à chose, comme on appelle ça, au projet américain d'attaquer l'Irak. Il n'était pas d'accord. Voilà, il n'était pas d'accord. Son ministre des Affaires étrangères, Villepin, s'est opposé à ce projet-là à l'ONU. À l'ONU. C'est cela. On ne peut négliger le rôle constructif qu'elle joue au Maghreb et en Afrique francophone. Voilà, c'est ça le cas de la France. Voilà, c'est ça. Mais quel est le rôle que la France joue? C'est d'imposer des chefs d'État à la tête des pays. C'est d'éliminer les chefs d'État qui n'entrent pas dans sa volonté impérialiste. Et par le CFA, de maintenir les pays de la zone de son ancien précaré dans une incapacité de développement économique. C'est clair, c'est ce qui se passe. Voilà. Il y a des gens mieux placés que moi qui ont parlé de cela. Le professeur Agboou a parlé de cela.
concernant le franc CFA. Et puis, Chung Chang Poemi a parlé de cela dans un ouvrage. Voilà, c'est cela. Hein? Kako Nobuko avait parlé de cela. Mais quand ils ont pris des mesures contre lui, il a dû se taire et puis commencer à revenir sur l'analyse scientifique qu'il avait fait concernant le franc CFA. Bon, voilà, donc voilà le problème. Alors, l'Allemagne pose des problèmes d'une autre nature. Alors, on voit aujourd'hui la France. La France n'est pas une alternative face aux États-Unis en Europe. Ah, ce n'est plus le cas. En tout cas, depuis Sarkozy, maintenant, les chefs d'État français se soumettent au désir des États-Unis. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Est-ce parce qu'ils appartiennent tous à la maçonnerie? Bon, c'est ça. À long terme, toutefois, le leadership allemand ne saurait être le moteur de la Constitution européenne. L'histoire du siècle hante toujours les mémoires. Trop de craintes peuvent être ravisées. Oui, mais aujourd'hui, l'Allemagne, depuis, est la première puissance économique de l'Europe. Mais on a vu avec la crise ukrainienne, dernièrement, le chancelier allemand, le chancelier, c'est-à-dire le premier ministre, je crois qu'on l'appelle Olaf Scholz, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que l'Allemagne va consacrer maintenant des milliards d'euros pour renforcer l'armée et créer vraiment une armée et puis avoir une armée puissante. C'est ce qu'il a déclaré. En ce qui concerne l'OTAN, l'essentiel est de lier son élargissement à celui de l'Europe. Bon, voilà le problème. Et c'est ce qui fait problème. Et concernant cela, qu'est-ce que le pape François a dit? Il a dit, mais vous, les gens de l'OTAN, vous êtes allés aboyer jusqu'aux portes de la Russie. Mais les médias mainstream n'ont pas parlé de cette déclaration du pape François. Parce qu'ils voient que ça ne correspond pas aux déclarations officielles de leur chef d'État. Alors que ce que le pape François a dit, c'est la vérité. Il dit, mais vous êtes allés aboyer aux portes de la Russie. Il a dit quoi? Vous avez étendu l'alliance du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, jusqu'aux portes de la Russie. Et la Russie ne pouvait que se défendre. Voilà, donc c'est ça. Le projet européen est soutenu par une dynamique historique et politique et ne comporte aucune arrière-pensée à l'égard de la Russie. Ça, ce n'est pas vrai. Ni animosité, ni peur, ni désir de l'isoler. Ça, ce n'est pas vrai. Avec la crise ukrainienne, on voit aujourd'hui la russophobie qui s'est empalée de l'Europe. La russophobie qui s'est empalée de l'Europe par le biais des médias mainstream. C'est cela. Donc, c'est le fait. La pression américano-allemande conjointe sera nécessaire pour obtenir l'accord des autres membres de l'OTAN. Mais aucun d'entre eux n'osera la refuser, ni les deux partenaires agissent de concert. Si les deux partenaires agissent de concert, c'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il dit? Que les États-Unis et l'Allemagne vont se mettre ensemble pour obtenir l'accord de tous les autres pays de l'Union européenne dans la volonté de l'OTAN de s'étendre vers l'Ouest. Voilà le problème. Voilà le problème. L'enjeu ultime de ces efforts concerne le rôle de l'Amérique en Europe. Si la nouvelle Europe, qui prend lentement forme, doit rester une composante de l'espace géopolitique euro-atlantique, l'expansion de l'OTAN est essentielle. Oui, l'expansion de l'OTAN est essentielle. Je répète, l'expansion de l'OTAN est essentielle. Pourquoi? Avant, ils avaient en face le pacte de Varsovie. La Russie, même avant, à un moment donné, sous le président Poutine, il a demandé à entrer dans l'OTAN, ils ont refusé. Parce qu'en fait, ils percevaient depuis longtemps la Russie comme un ennemi. Et comme je peux dire la continuité ou la continuation du pacte de Varsovie ou bien de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Donc voilà, c'est ça la vérité. Et qu'est-ce qu'on constate? Quand un pays décide d'entrer dans l'Union européenne, on fait tout à travers l'Union européenne d'amener progressivement ce pays-là à entrer dans l'Alliance Atlantique. Comme si faire partie de l'OTAN, de l'Union européenne, doit forcément aboutir à l'entrée dans l'Alliance Atlantique, dans l'OTAN. Et ça fait problème. Or, la Turquie a déposé depuis son dossier pour faire partie de l'Union européenne. Les Européens n'en ont jamais voulu. Moi, j'ai entendu Sarkozy dire que non, l'Europe a une civilisation judéo-chrétienne et que la Turquie est musulmane, etc.
Quelle Europe qui a une situation judéo-chrétienne? Vous avez une situation judéo-chrétienne et puis vous avez fait l'esclavage, la colonisation. Ça, c'est chrétien, ça. Hein? Judéo-chrétienne. Et puis vous avez massacré les Juifs. Hein? Vous avez toujours eu la haine contre les Juifs. Ce n'est pas Hitler qui a inauguré la haine contre les Juifs. Hein? Depuis, ça sévit en Europe. Alors, il vient parler de situation judéo-chrétienne et prétexter de cela pour refuser que la Turquie fasse partie de l'Union européenne. Bon, les Turcs aussi ont dit, bon, ça va, quand cela ne tienne, voilà. Bon, voilà, donc voilà ça. Un principe doit guider l'élargissement progressif de l'Europe. Et on peut le formuler comme suit. Tous les États appartenant à l'ère géographique européenne sont considérés a priori comme candidats à une future intégration dans l'Union européenne et dans l'OTAN. C'est ce que je disais. Dès qu'ils entrent dans l'Union européenne, il faut qu'ils entrent dans l'OTAN. Bon, mais maintenant, la Turquie est dans l'OTAN, mais vous ne voulez pas que la Turquie entre dans l'Union européenne. Voilà ces contradictions-là. Une politique de contradiction. L'admission ne peut en aucun cas être soumise au droit de vote d'une puissance extérieure au système transatlantique. Cette règle vaut tout particulièrement pour les États baltes. Or, les États baltes ne sont pas loin de... Ils sont aux portes pratiquement de la Russie. C'est-à-dire la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, la Finlande, etc. Voilà le problème. Très vulnérables, mais de plus en plus qualifiés pour poser leur candidature, ils doivent savoir qu'ils pourront devenir un jour des membres à part entière de ces deux organisations. Mais c'est ce qui est en train d'arriver. Mais le problème, c'est quoi? Faire partie de l'OTAN, c'est se positionner comme ennemi de la Russie et voir la Russie comme ennemi. Ah, ils avaient la possibilité d'être des États neutres. Ils avaient la possibilité d'être des États neutres. Mais si tu n'es pas un État neutre, que tu es dans l'OTAN, mais alors, puisque l'OTAN alors positionne ses missiles dans ton pays, mais l'OTAN, la Russie aussi va positionner aussi ses missiles et les pointer vers ton territoire. Alors, est-ce que vraiment alors on peut dire que l'OTAN protège ces États-là? Pas sûr. Parce que dans cette affaire de la guerre d'Ukraine, l'Ukraine n'est pas au plan institutionnel et au plan d'un traité membre de l'OTAN. Mais actuellement, on voit les pays de l'OTAN agir comme si l'Ukraine est membre de l'OTAN. Ils agissent comme si l'Ukraine est membre de l'OTAN. Ils lui fournissent des armes et puis ils envoient aussi des mercenaires puisque l'Ukraine n'est pas membre encore de l'OTAN. Mais ils envoient les soldats et tout ça aller combattre là-bas. Évidemment, ceux-là sont perçus comme des mercenaires par la Russie. Voilà. Václav Havel, intervenant à Aix-la-Chapelle le 15 mai 1996, Václav Havel, je crois qu'il a été... je ne sais pas s'il a été président de la République tchèque. Aix-la-Chapelle, c'est en Allemagne. Vous voyez le nom Aix-la-Chapelle, mais c'est une ville allemande. Voilà. C'est lié en fait à l'empire ou au royaume carolingien, hein, de Carolus Magnus, c'est-à-dire de Charlemagne. Voilà. Parce que le royaume de Charlemagne s'étendait en partie sur l'Allemagne actuelle et en partie sur la France actuelle. Voilà les faits. A précisément formulé la question à l'Ouest, à laquelle l'Ouest, c'est-à-dire l'Amérique et ses alliés européens, doit maintenant fournir une réponse. Ni l'Union européenne, ni l'Alliance atlantique ne peuvent du jour au lendemain ouvrir leurs portes à tous les candidats à l'intégration. J'en suis conscient. Mais ces deux instances peuvent assurément prendre un engagement et devraient s'y résoudre avant qu'il ne soit trop tard. Il leur suffit de donner l'assurance qu'elles ne sont pas des clubs fermés. Cette adresse devrait être lancée à toute l'Europe, si j'entends par là à l'ensemble des pays partageant les mêmes valeurs. Elle devrait formuler une politique claire et détaillée qui préside à l'élargissement graduel avec non seulement un calendrier, mais aussi l'explication de la logique de ce calendrier. Il dit que les italiques là sont de l'auteur, c'est-à-dire de Václav Havel. Bon. Donc cela veut dire qu'en fait l'OTAN n'est plus seulement liée à l'Atlantique Nord, mais l'OTAN même veut devenir totalement une organisation militaire mondialiste. Voilà. Mondialiste. Voilà, je vous remercie, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Je présentais encore dans la série de l'ouvrage de Brzezinski intitulé Le Grand Échiquier. Il présente encore un aspect de son ouvrage là. Voilà. Et vous remarquez que chaque fois, j'en fais le commentaire. Voilà, j'en fais le commentaire.
J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.